Salut à tout le monde, c'est Richard Ndalchimier. Je reviens avec un nouveau thème, le 13e thème du module de management des ressources humaines, un thème qui est consacré à la gestion des relations sociales. C'est une nouvelle notion en rapport avec la vie des salariés au sein des entreprises. L'objectif de ce module est de comprendre le rôle des relations sociales dans le bon fonctionnement de l'entreprise, ainsi que la maîtrise des procédures de gestion de ces relations sociales des salariés et des employés, donc de tous les membres de l'équipe au sein de l'entreprise. Nous avons trois questions qui nous préoccupent durant ce module. Et la première question est de savoir quelle place pour la gestion des relations sociales. La deuxième question, c'est de savoir comment gérer les relations sociales entre les membres d'une équipe au sein d'une entreprise. La troisième question, c'est on va s'intéresser à qui sont les membres, les acteurs de ces relations sociales, et on va parler aussi de ces personnes qui sont en charge de gérer ces relations sociales. Commençons par cette définition qui nous est donnée, qui fait état de relations sociales comme ensemble des règles qui régissent les rapports, que ce soit individuels ou collectifs. Les rapports individuels étant, par exemple, le contrat à durée déterminée ou le contrat à durée déterminée, tandis que les rapports collectifs sont la convention collective, le regroupement dans les syndicats, et ces rapports individuels et collectifs se trouvent liés entre les salariés et les employeurs ou entre les salariés eux-mêmes. Et cela va constituer ce qu'on appelle une sorte de relation qui se crée au sein de l'entreprise, au sein des équipes, mais aussi entre individus. Il faut savoir que les relations sociales constituent un enjeu de motivation des salariés et un enjeu d'atteinte de la performance de l'entreprise. Parce que les salariés qui sont caractérisés par une bonne relation sont motivés et puis ça concourt à l'atteinte des objectifs ainsi que la performance de l'entreprise. Comment gérer les relations sociales? Avant de savoir comment gérer les relations sociales, il faut d'abord savoir les éléments de cette gestion. Qu'est-ce qui constitue la gestion des relations sociales? Premièrement, il y a l'identification et l'implication. Il faut savoir que en se donnant comme objectif la gestion des relations sociales, il faut être capable d'identifier et d'impliquer toutes les parties prenantes dans ces relations sociales. C'est important de savoir qui sont en relation, qui doivent être en relation, et ça va permettre de savoir les types de relations qui vont se nouer, ainsi de suite. Mais aussi, dans une entreprise, il faut donner la valeur à la fonction ressources humaines, surtout reconnaître l'importance du responsable des ressources humaines. De manière générale, ce que fait par exemple le directeur des ressources humaines ou d'autres responsables de la gestion du personnel au sein de l'entreprise. Voilà les deux principaux éléments qui constituent, qu'il faut savoir avant de prétendre gérer les relations sociales. On s'intéresse maintenant aux parties prenantes aux relations sociales. Comme on vient de le voir, les parties prenantes aux relations sociales, il faut savoir les identifier, il faut savoir leur manière de s'impliquer, comment est-ce qu'ils s'impliquent et cela va permettre de créer de bonnes relations. Alors, quelles sont les parties prenantes aux relations sociales? Elles sont de deux ordres. Il y a les parties prenantes qui sont constituées des acteurs de la fonction ressources humaines et des acteurs qui sont des partenaires de la fonction ressources humaines. Au sein de l'entreprise, ce sont les deux principales parties, les deux principaux acteurs qui entrent en jeu dans les relations sociales. Et ces parties prenantes aux relations sociales
crée des relations. Comme vous pouvez le voir avec ces pointillés, ce sont des relations qui se créent entre des individus qui peuvent appartenir à des acteurs de la fonction ressources humaines et d'autres acteurs qui sont partenaires de la fonction ressources humaines. Et on va voir que les partenaires de la fonction ressources humaines sont soit à l'interne ou soit à l'externe de l'entreprise. Ce qui est important de savoir, c'est que le fait de parler des parties prenantes ou de parler des partenaires, des acteurs, c'est que tout le monde, l'ensemble des personnels, des salariés qui sont impliqués dans le fonctionnement de l'entreprise doit créer une sorte de relation. Il est peut-être difficile de créer une relation avec tout le monde, mais il faut savoir créer tout autour de sa personnalité des relations, de bonnes relations pour atteindre des objectifs, que ce soit des objectifs individuels ou des objectifs de l'équipe. En étant en détail les parties prenantes qui sont des acteurs de la fonction ressources humaines, on va essayer de détailler, on va voir que, par exemple, à la première ligne, il y a le responsable des ressources humaines. Il est le directeur des ressources humaines au sein de l'entreprise. Et de manière générale, il est un partenaire stratégique. Un partenaire stratégique, ça veut dire que c'est à lui d'élaborer la stratégie et ressources humaines, bien sûr, en collaboration avec les autres membres de l'équipe de la fonction ressources humaines. C'est à la fonction ressources humaines de mettre sur pied une politique de gestion des ressources humaines de l'entreprise. Et cette fonction de partenaire stratégique implique aussi la participation à la stratégie et à la mise en œuvre de cette stratégie, de la stratégie des ressources humaines qui contribue, qui est en cohérence avec la stratégie générale de l'entreprise. Le responsable des ressources humaines est aussi un agent de changement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est cette personne qui favorise le changement dans le domaine des ressources humaines, mais aussi c'est cette personne qui accompagne les changements qui sont introduits dans les entreprises. Ça peut être le recrutement, ça peut être la mobilité interne. Tous ces changements qui sont opérés au niveau des ressources humaines sont accompagnés ou sont favorisés par le responsable ou les membres de l'équipe de la fonction ressources humaines. L'autre rôle du responsable ou du directeur des ressources humaines, il doit être un champion des salariés. Cela veut dire tout simplement qu'il concourt au développement de l'engagement des salariés, mais aussi à favoriser les bonnes conditions de travail et de vie au sein de l'entreprise, les bonnes conditions de travail pour chaque salarié. Enfin, le responsable des ressources humaines doit avoir cette caractéristique d'expert administratif. C'est à lui de gérer le plus efficacement possible l'administration du personnel. C'est lui qui s'occupe des dossiers des salariés et il participe aussi à l'élaboration de la stratégie de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, mais aussi à la gestion de carrière. Parmi les autres acteurs de la fonction ressources humaines, on va voir que il y a d'autres personnalités qui interagissent avec les acteurs au sein de la fonction ressources humaines. C'est pourquoi on parle d'une fonction ressources humaines qui est partagée. C'est une fonction partagée. Cette fonction est partagée avec, d'une part, d'autres spécialistes des ressources humaines, mais aussi il y a l'apport de la direction générale. C'est la direction générale qui fixe les orientations stratégiques de l'entreprise auxquelles le directeur ou bien les responsables des ressources humaines doivent se conformer. Donc, il doit y avoir une cohérence entre la stratégie ressources humaines et la stratégie générale de l'entreprise. C'est pourquoi il est important d'avoir un apport de la direction générale. Mais aussi, le département ressources humaines bénéficie des apports des autres managers parce que ce sont ses collaborateurs, les collaborateurs au même rang de gestionnaire. Ça peut être le chef comptable ou le directeur des financiers, le directeur des finances.
ou bien ça peut être le directeur marketing, le directeur de la production. Ce sont les supérieurs qui sont au même rang que le directeur des ressources humaines. Et leurs apports à la fonction ressources humaines sont importants. Il faut aussi l'implication des collaborateurs. Les ressources humaines sont partagées aussi parce que les collaborateurs apportent aussi leur pierre à l'édifice. On est en train de gérer les personnes et leurs opinions. Leurs opinions sont importantes pour la fonction. C'est pourquoi on parle de fonction partagée. Mais aussi, il y a des prestataires extérieurs qui contribuent à la bonne marche de la fonction ressources humaines. On peut parler des cabinets de consultance, on peut parler des cabinets de formation, on peut parler d'autres partenaires, on va y arriver, qui concourent à la bonne marche des activités ressources humaines. Enfin, on voit que les ressources humaines sont au centre de la relation sociale en ce qui est des partenariats entre les acteurs de la fonction ressources humaines. Et en deuxième lieu, on va voir que ces acteurs de la fonction ressources humaines doivent être caractérisés par des compétences. Surtout, sont des compétences au niveau de la fonction ressources humaines. Et ces compétences qui sont, je dirais, indispensables en 2020 sont d'abord l'innovation. Les responsables ressources humaines doivent être innovants et ouverts d'esprit. Donc, ouverts à la communication, ouverts à la participation, ouverts à l'exploration de nouvelles idées, de nouvelles constructions pour faire avancer la fonction ressources humaines. Ensuite, l'autre compétence, c'est le savoir collaborer et le savoir déléguer. Ça, c'est compréhensible. Dans le monde actuel, il faut être impliqué, il faut travailler en équipe, il faut travailler en groupe, mais aussi savoir déléguer, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, ou bien on ne peut pas tout faire soi-même. Certaines tâches doivent être déléguées. Ensuite, l'autre compétence, les responsables des ressources humaines doivent être de bons vendeurs, mais aussi de bons négociateurs. Ils doivent être de bons communicateurs par rapport à l'entreprise. Qu'est-ce qu'ils communiquent à propos de l'entreprise? Mais aussi, doivent être de bons négociateurs pour recruter les meilleurs profils face aux entreprises concurrentes. L'autre compétence, c'est d'avoir des connaissances juridiques. C'est important parce que la gestion des personnes, il y a toujours des hauts et des bas. Quand il y a des conflits, il faut savoir comment résoudre ces conflits, surtout quand ce sont des conflits qui font apparaître la loi, la législation, quand les personnes se plaignent ou bien se plaignent d'avoir été lésées. Donc, le responsable des ressources humaines doit avoir les compétences en matière juridique. Ensuite, les responsables des ressources humaines doivent être des rois ou des reines de l'organisation. On a parlé de 4 rôles qui sont le rôle stratégique, les agents de changement. Ensuite, on a parlé du rôle de champion des salariés et aussi on a parlé de l'expert administratif. Ce sont les 4 rôles qui font que le responsable des ressources humaines soit un roi de l'organisation ou bien une reine si c'est une directrice des ressources humaines. Mais aussi, à part ces 4 rôles, il faut que le responsable ou les responsables des ressources humaines aient des compétences en matière de gestion de temps, en matière de priorisation des tâches, mais aussi en matière de développement des processus précis et faciles pour les salariés. Et enfin, l'autre compétence en rapport avec cette caractéristique d'être roi ou reine, c'est le multitasking. Ça veut dire que les responsables des ressources humaines doivent être à mesure de gérer plusieurs tâches en même temps, mais sans oublier la délégation des tâches dans la mesure du possible.
L'autre compétence que doivent avoir les responsables des ressources humaines, c'est l'aptitude à jongler entre la communication et la discrétion. On ne doit pas tout communiquer. Il y a des communications qui sont nécessaires pour l'entreprise, mais aussi les responsables des ressources humaines doivent garder la discrétion par rapport à certaines informations qui sont de nature à divulguer certains secrets, par exemple, aux concurrents. L'autre compétence indispensable pour les acteurs de la fonction ressources humaines, c'est le savoir gérer les crises et les conflits. Ça, c'est important pour quand on est en face des équipes de personnes qui viennent de plusieurs origines, qui ont plusieurs profils. C'est important de savoir gérer des crises, mais aussi des conflits. En deuxième lieu, les parties prenantes aux relations sociales, excusez-moi, ce sont les partenaires de la fonction ressources humaines. Quels sont alors ces partenaires de la fonction ressources humaines? Ils sont de deux ordres. Il y a les partenaires internes et les partenaires externes. Je l'avais dit précédemment. Et les partenaires internes, on peut avoir des supérieurs hiérarchiques, des autres managers, je l'ai dit tantôt, les collaborateurs, les subalternes. Ça, c'est la première catégorie des partenaires internes au sein de l'entreprise. Mais aussi, la deuxième catégorie, c'est que ces partenaires internes peuvent se regrouper dans des comités. Par exemple, un comité de dialogue social. Il y a, par exemple, des syndicats. Ce sont des partenaires internes de la fonction ressources humaines. Des comités, par exemple, des comités d'hygiène, comités de santé et sécurité, et des commissions ad hoc qui sont mises en place. Ça peut être une commission de recrutement, une commission pour peut-être, ou bien un comité des marchés publics. Voilà les quelques partenaires internes que j'ai identifiés en matière de relations sociales. Concernant les partenaires externes, ils sont aussi nombreux, mais j'ai essayé d'identifier les quelques-uns. C'est par exemple les partenaires qui sont chargés de la sous-traitance. Vous savez, dans des entreprises, on peut recourir à des cabinets conseils ou bien à l'intérim, aux agences d'intérim pour le recrutement et pour la formation. On peut aussi recourir à la sous-traitance pour le gardiennage, etc., etc. D'autres types de partenaires, c'est par exemple les organismes de sécurité sociale, les organismes de prévoyance de santé, les mutualités de santé, les services d'impôts et taxes, les entreprises qui sont soit partenaires ou des entreprises concurrentes. Ce sont des partenaires externes à l'entreprise. On peut voir aussi les universités. Les universités sont aussi des partenaires parce que ce sont elles qui produisent les futurs cadres pour l'entreprise, les futurs salariés des entreprises, les grandes écoles, voilà. Autres services étatiques en rapport avec la législation. Voilà les quelques partenaires externes que j'ai pu identifier. La liste n'est pas exhaustive, il y en a d'autres partenaires. En résumé, la fonction ressources humaines se retrouve au centre des relations sociales. Il y a plusieurs intervenants. Ces intervenants ou ces parties prenantes peuvent être des salariés ou la hiérarchie, la direction, les autres managers, etc., etc. Ça peut être, on a vu que ces partenaires, ils peuvent être internes ou externes. Ça, c'est le résumé des acteurs qui interviennent dans la fonction ressources humaines. Mais sans oublier qu'il peuvent y avoir d'autres acteurs ponctuels ou d'autres organismes. Là, j'ai parlé des avocats, par exemple. Les avocats pour l'entreprise, parce que l'entreprise peut être en conflit avec d'autres entreprises ou avec l'État. Et là, il va faire recours aux avocats. Il y a d'autres organismes comme l'Organisation internationale du travail, l'organisme ISO qui sont en charge des normes sociales, par exemple les normes de la responsabilité sociale des entreprises. Et là, ce sont des partenaires
qui sont censés collaborer avec les acteurs de la fonction ressources humaines. Alors, revenons à la question de savoir comment gérer les relations sociales. C'est important de savoir comment gérer et la procédure donc de gestion de ces relations sociales parce que il y a l'organisation, il y a l'entreprise il y a plusieurs types de personnel qui interviennent, de plusieurs origines, de plusieurs profils, de cette diversité, en même temps, cette complexité font que des relations doivent être gérées, bien gérées pour pouvoir atteindre les objectifs. Et la première chose à savoir pour gérer les relations sociales, c'est de comprendre d'abord pourquoi est-ce qu'on veut gérer les relations sociales. Pourquoi est-ce que les relations sociales sont gérées? La réponse est que il faut gérer les relations sociales pour pouvoir améliorer les conditions de travail face à la complexité et à la diversité des acteurs. Je venais de le dire. Il y a beaucoup d'acteurs dans l'entreprise qui viennent des origines variées, qui ont fait des formations, qui ont des expériences variées. C'est cette complexité et cette diversité qui font que les relations sociales soient gérées et en gérant ces relations, on est dans la direction de faciliter l'atteinte des objectifs et au finish l'atteinte de la performance. Voilà alors les modes de gestion de relations sociales. En premier lieu, il faut privilégier le management collaboratif. Les autres parlent de management participatif. C'est très simple, mais c'est pas aussi simple que ça. C'est une tâche rude. À dire que c'est un management collaboratif, on pense que c'est simple de le dire, mais la tâche est rude. Il faut mettre sur pied et laisser fonctionner librement les organes consultatifs. Et ces organes consultatifs doivent être inclusifs. J'ai souligné la liberté de fonctionnement et le caractère inclusif des organes consultatifs, des organes participatifs qui sont mis en place. Et ces comités, j'ai essayé de les identifier. Il y a par exemple le comité technique consultatif en rapport avec la gestion des marchés. Il faut que ce comité soit libre dans ses fonctions, dans le fonctionnement, mais aussi que ces comités soient inclusifs. Tous ces comités, que ce soit des commissions administratives, commissions qui sont chargées du recrutement, comités d'hygiène, conseils de discipline, il faut que ces comités mis en place soient libres dans leur fonctionnement. Bien sûr, il faut qu'il y ait la législation, la réglementation, il faut leur attribuer la tâche, mais aussi il faut que il y ait ce caractère inclusif dans leur composition. La deuxième chose à faire, c'est le suivi, bien sûr, des relations de parité entre les membres de ces comités qui auront été mis en place, les relations qui existent, par exemple des relations qui existent dans les syndicats. Dans une même entreprise, peut y avoir 2 ou 3 syndicats. Il faut savoir les relations qui existent entre, il faut suivre de près les relations qui existent entre les membres des différents syndicats, des organes disciplinaires, et tout ça, c'est pour le suivi des relations ou bien du fonctionnement pour que la relation sociale soit la meilleure possible au sein de l'entreprise. Et cela, toujours, je le dis, c'est pour atteindre les objectifs et surtout la performance qui est l'objectif général, l'objectif classique pour toutes les entreprises. En troisième lieu, ce sont des conseils. Il faut qu'il y ait de bonnes pratiques. Il faut adopter de bonnes pratiques, que ce soit la direction générale, que ce soit la direction des ressources humaines. Tous les organes dirigeants doivent adopter de bonnes pratiques. Et ces bonnes pratiques peuvent être, par exemple, le dialogue social. Le dialogue social, c'est cette communication qui doit exister entre les parties prenantes, que ce soit les employés, les syndicats, les employeurs, l'État, pour débattre des questions d'intérêt économique et des questions d'intérêt social au sein de l'entreprise. Ces bonnes pratiques concernent aussi la tenue des réunions.
Les réunions sont importantes pour la communication, pour créer la relation entre les salariés. Des enquêtes d'opinion, il y a par exemple des boîtes à suggestions qui sont une manière d'expression des salariés, l'écoute active des responsables, la gestion des conflits. Voilà, ce sont des bonnes pratiques qu'il faut développer pour gérer les relations sociales, pour les rendre meilleures. Ensuite, il y a des outils pour la gestion des outils, la gestion des relations sociales. J'en ai identifié deux. Et pour le moment, je vais me contenter de donner la définition de ces outils et je préparerai d'autres vidéos plus tard en rapport avec ces outils de gestion des relations sociales. Le premier outil, c'est le baromètre social. C'est quoi le baromètre social? Le baromètre social, c'est un questionnaire qui est remis de manière anonyme et confidentielle à l'ensemble ou à une partie des collaborateurs au sein d'une entreprise. Et l'objectif de ce questionnaire est de mesurer la perception des salariés, la perception des collaborateurs sur un point donné. Ça peut être un aspect de la vie courante de l'entreprise comme le recrutement, comme la formation, comme l'évaluation. Donc, un point précis, une activité ou bien une pratique précise dans le fonctionnement de l'entreprise. Ça peut être la politique des ressources humaines. Et là, les collaborateurs vont s'exprimer en rapport avec ce point précis, cet aspect précis, pour donner leurs opinions à travers ce questionnaire. Et cela est important pour l'entreprise car ça va permettre de savoir l'ambiance qui règne au sein de l'entreprise. Tandis que l'autre outil, c'est l'audit social. L'audit social qui est un outil actuellement utilisé, qui est développé actuellement dans beaucoup d'entreprises dans les pays développés. Mais je pense que dans les pays en développement, c'est encore timide. Il y a certains pays qui pratiquent l'audit social, mais c'est un outil qui est intéressant. Avoir même cette définition que j'ai tirée de l'ouvrage de Igarens et Peretti de 2016 qui dit que l'audit social est une forme d'observation qui tend à vérifier concernant les principes, les politiques, les processus et les résultats dans le domaine des relations, je dirais bien des relations sociales de l'entreprise. Donc, les relations sociales, ces relations entre les salariés, entre le personnel, entre tous les partenaires, donc entre l'entreprise et ses partenaires. On a vu qu'il y a des partenaires internes et externes. Alors, cette vérification consiste à s'assurer que l'entreprise a effectivement réalisé ce qu'elle dit avoir fait. Ensuite, la vérification consiste à vérifier que l'entreprise utilise au mieux ses moyens, qu'elle conserve son autonomie et son patrimoine, qu'elle est capable de réaliser ce qu'elle dit vouloir réaliser ou faire, qu'elle respecte les règles d'horaire, qu'elle sait évaluer les risques qu'elle court. Ça, ce sont des éléments importants que l'audit social pourra mettre à jour. Et ces vérifications vont permettre d'accroître, d'améliorer les relations sociales parce que les dirigeants, les organes dirigeants de l'entreprise vont se rendre compte de ce qui se passe à travers ces outils, que ce soit l'audit social ou le baromètre social. Ce qu'il faut comprendre est qu'actuellement, beaucoup de cabinets, conseils profitent de ces outils, utilisent ces outils pour aider les entreprises à améliorer les relations sociales. C'est une véritable manne de ces cabinets parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui recourent aux cabinets spécialisés en exploitation des baromètres sociaux ou bien à des cabinets qui sont spécialisés en audit social. Voilà les deux outils qui permettent de bien gérer les relations sociales. En résumé, qu'est-ce qu'on a vu dans ce module?
on a vu de manière générale que les relations sociales sont plus que jamais au cœur des enjeux de la performance de l'entreprise. Ce sont ces relations sociales permettent alors la motivation des salariés et la motivation des salariés aboutit à l'atteinte des objectifs et ces objectifs sont de manière générale des objectifs de performance. Alors on a essayé de définir le rôle que jouent les relations sociales dans le bon fonctionnement de l'entreprise, mais aussi on a partagé des connaissances en rapport avec les procédures de gestion des relations sociales. C'était Richard Deschimier. Vous pouvez voir mon adresse email. Et ceci est le site internet que j'ai créé. Et pour le moment, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.